Bismillah. La ravine froide. J'avais gagné. Là devant moi, la troupe complète vermillait en toute tranquillité. À peine si le gros mâle, qui avait repéré ma silhouette insolite parmi les rochers, s'arrêtait-il de temps à autre pour tendre ses écoutes poilues et renifler dans ma direction. Mais je restais aussi immobile qu'un roc, et le vent soufflait à mon avantage. La bête se remettait à fouiller entre les broussailles. Surtout, elle soulevait d'un coup de groin chaque grosse pierre pour débusquer les gerboises et les campagnols. Quelquefois, un serpent qu'elle écrasait vite de sa patte fourchue avant de l'avaler goulûment. Ces sangliers n'étaient point de ceux qui traversaient d'aventure nos contrées. Tout noirs et efflanqués, chassés des grandes forêts de l'Akfadou et de Dre al-Mizan par la famine ou quelques épidémies, c'étaient des autochtones qui ont grandi et engraissé sous nos chênes et nos figuiers, sans omettre de se gaver à l'occasion de pommes de terre et d'arachides dans nos jardins. Ils étaient énormes, et ces bêtes qui m'avaient fait courir si longtemps venaient à moi sans défiance. Je pouvais en abattre au moins deux facilement, l'une après l'autre et en choisissant mes victimes, mais je me sentais grandement satisfait d'avoir pu déjouer leur ruse. Je savais que les troupes comptant des marcassins ne foncent pas droit. Elles suivent des itinéraires compliqués mais praticables pour les petits. C'est ainsi que j'avais pu les devancer en coupant à travers les maquis pour les attendre tout près de leur gagnage habituel. L'un des marcassins était resté nain, chétif à faire pitié, peut-être rachitique. Il furetait dans les tamarins et chaque fois qu'il découvrait quelque chose à son goût, il poussait de petits gloussements joyeux. Mais chaque fois aussi ces gloussements alertaient ses frères qui couraient à lui, le bousculaient sans merci et s'appropriaient la trouvaille. Il serrait, après plusieurs mécantes de ce genre, le petit malingre essaya de trouver secours auprès de sa mère. Elle voulait bien le souffrir à ses côtés, mais n'admettait point de partager avec lui ses propres découvertes dont il voulait profiter. De guerre lasse, il se réfugia auprès de son père. Il s'insinua entre les pattes de ce dernier et ne se donna plus la peine de rechercher sa nourriture. Le vieux mâle débonnaire le laissait chipoter dans tout ce qu'il déterrait. À attendre immobile comme une statue, je commençais à ressentir des crampes. Il me fallait songer aussi au retour car je m'étais aventuré bien loin. Au moment où je me décidais à partir, je vis le marcassin souffreteux se diriger droit vers moi. Il s'arrêta à 3 mètres, au bord du ruisselet qui nous séparait. De près, il apparaissait encore plus minable avec ses poils clairsemés et sales. De grosses pustules surchargées de mouches couvraient ses flancs. Après avoir bu son canton, il resta là à broutiller les pousses d'herbe tendres au bas de la berge sablonneuse. L'allée, qui ne le voyait plus s'inquiéter, elle souffrait et grognait des rappels impératifs, mais lui n'en avait cure. Pour prouver aux sangliers, avant de les laisser que je les avais battus malgré tout, je poussai un cri terrible. Ce fut un tumulte indescriptible. La foudre tombant soudainement parmi les bêtes n'aurait pas causé tant de terreur. Surprises en pleine quiétude, elles bondirent et se bousculèrent brutalement, ne sachant où fuir, ne comprenant point quel danger les menaçait. Après un cafouillage affolé, une bête retrouva par hasard la coulée sous les alliés. S'y engouffra, suivi en trombe par toutes les autres, à l'exception du petit resté sur la rive. Le pauvre avait tenté plusieurs fois de grimper la berge, mais il était retombé chaque fois avec les éboulements qu'il occasionnait. À la fin, il s'arrêta tout mouillé et tout tremblant sur ses pattes maigres. J'aurais pu m'en saisir sans difficulté. Il finit par suivre la rive et retrouva le sentier par lequel il était venu. Il disparut comme une flèche sur les traces de ses parents. Et maintenant j'étais perdu. J'étais parti à la poursuite de la troupe un peu par jeu. Pour mettre à l'épreuve mes instincts de chasseur restés trop longtemps inemployés. Je n'avais pas de chien. Pour moi, la connaissance du terrain est une longue pratique, quoique ancienne, de la poursuite des sangliers. Pour eux, l'instinct du danger est une résistance illimitée. Sans transition, la nuit avait remplacé le jour, le clair de lune plaqué sur les rochers et les taillis, en flaques, trop blanches ou trop ombrées, une guipure d'équivoque. Je pouvais certes m'orienter, le problème était de trouver un sentier praticable. La nuit était paisible encore, les putois et les chacals coulaient furtifs d'une masse d'ombre à une autre, préoccupés par le seul désir de se mettre quelque chose sous la dent. Pour les uns comme pour les autres, ce n'était plus la saison de l'amour. Qui fait crier les bêtes? C'était le temps de la faim.
et des angoisses permanentes. Fini les fanfaronnades, les quêtes enfiévrées, les batailles hurlantes et les jouissances féroces. Pour l'heure, chacun se retrouvait seul avec sa propre misère et se taisait miné par la peur du lendemain. Je marchais tant bien que mal et une forte inquiétude m'étreignait. J'avais l'esprit en déroute, hanté par la même pensée que mes lèvres laissaient s'échapper peut-être à mon insu. Toujours en les mêmes termes. Ici, c'est Tirzelt, Tesmet, la ravine froide. Il n'y a pas si longtemps, seuls les hommes véritables y pénétraient, car c'était un repère de panthères tachetées. C'était là une réminiscence, un écho très lointain qui remontait à 30 années. Alors je chassais avec un vieux cousin, braconnier incorrigible, et comme nos chiens rechignaient à entrer seuls dans le ravin farouche, il m'édifia en me soufflant la phrase qui est restée incrustée dans mon cerveau. À c'est dire, nos propres ancêtres qui étaient forgerons venaient là périodiquement pour faire provision de manches en bois de frêne. Par précaution, les hommes laissaient les baudets assez loin, sous la garde des femmes, et pénétraient seuls et armés dans ce lieu dangereux. Jusque-là, les collines me présentaient encore un visage réel, quoique différent de l'image que je portais vivante dans mon être depuis si longtemps. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Un vide étrange, vide peuplé d'immensités denses, et si vague à la fois qu'il vidait mon cœur. Des froufrous, d'ailleurs, des souffles vastes en modulation d'un autre monde et altérés de dérision, me glaçaient l'âme. Le petit ravin où je peignais, il y avait un instant, s'était élargi jusqu'à dépasser la demeure en se fondant dans l'immensité équivoque de la nuit. Et je ne reconnaissais plus le vent, ce vent qui venait de trop loin, et qui me disait toute l'existence formidable qui remplit l'univers. Au-delà des hommes dont il ne restait plus rien, et mon être submergé se sentait tout prêt à renoncer à son tour, à s'effacer de lui-même pour mettre fin à sa pitoyable vanité au milieu de la grande vérité de la terre. Seuls excitaient les rochers, la lune, les étoiles, les cailloux, l'eau et le vent, et l'ambre et la clarté. Les hommes ne sauraient plus prendre place sur cette scène grandiose, ni même leurs fusées ridicules, qui vont égratigner la lune. Je ne ressentais aucune peur, mais j'avais conscience de ne pouvoir plus rien. Je continuais à marcher pourtant. Dans ma jeunesse, j'adorais parcourir les coins les plus secrets de mon pays pour soutenir mes efforts et me rire des distances ou des menaces. Je m'évertuais partout à revivre tout en marchant l'histoire du lieu que j'ai traversé. Je pouvais m'exalter ainsi dans les plus humbles recoins. Si d'aventure, ma mémoire restait défaillante, mon imagination venait à mon secours pour peupler le vide. J'avais aussi vécu bien des aventures nocturnes dans ma vie de chasseur. L'isolement dans le monde de la nuit ne me faisait jamais peur, même quand il fallait affronter le sanglier blessé, l'oued cru, le sentier le plus étreignant, parsemé d'éboulis et de ronces. Maintenant, je me sentais surpassé par le Djbel Kabyl, ma montagne était changée. Je ne la sentais plus aussi propice que naguère. Elle ne me donnait plus la main pour me guider. La guerre la plus atroce l'avait transformée au point qu'elle ne me reconnaissait plus. Des éboulements, des éclatements et des incendies l'avaient bouleversée. Le langage de ces nouveaux ruisseaux, les rumeurs du vent parmi les ramures, nées sur les cendres des anciens taillis me restaient indéchiffrables. Dans ce lieu où je ne pouvais me retrouver, qui me reniait comme un intrus, j'ai marché souvent avec des compagnons dans l'ardeur de la jeunesse. Beaucoup de ces compagnons devaient tomber ici même, ou tout près. Mon esprit tentait de les évoquer pour renouer avec la clémence de jadis, mais lui échapper et le laisser seul, perdu au milieu de ce qui fut son domaine, ressassant toujours le même écho. Ici, c'est Tirzelt, Tesmet. Comment la guerre pouvait-elle avoir fait disparaître jusqu'à l'âme des rochers, des maquis et des buissons? Mais ce n'était là qu'une illusion. Mon âme seule avait changé, ne pouvait plus communier avec la montagne, qui, elle, restait la même et m'aimait toujours. Le temps, les voyages, les villes avaient transformé mon être en l'éloignant de sa terre. J'étais devenu trop plein d'artifices et imbu de vaines théories pour pouvoir relire ma montagne, en comprendre le langage subtil et m'y diriger sans tâtonnement. Jadis, dans la demi-somnolence causée par l'épuisement, je pouvais encore marcher la nuit, dans ma nuit, et mes sentiers cachés, aussi sûrement qu'en plein jour.
Maintenant que les oreilles tendues et les yeux grands ouverts, je m'égarais, je n'étais plus bon qu'à me cacher entre quatre murs dès la nuit tombée. Leur fixité et leur rigidité seules m'empêchaient de me fourvoyer. Ma terre n'était plus mienne, elle ne faisait plus partie de moi-même. J'avais progressé malgré tout à l'aveuglette. Au moment où une tornade éclatait, je perçus sur ma droite une construction sombre. Je mis un temps infini à l'approcher à travers des broussailles revêches. Je redressai la taille pour inspecter la maison lorsqu'une voix me figea. Minhou, qui est-ce? Un être qui a perdu sa route. D'où viens-tu? Je chassais. Où vas-tu? Au village de Tirilt. J'avais répondu machinalement, présumant que Tirilt se trouvait proche. L'homme s'était tu. Une lampe m'éclaira soudain et promena son jet sur tout mon corps. La voix reprit. Qui connais-tu à Tirilt? Rachid Werver. Il est tard pour aller au village. Je t'offre l'hospitalité. Je vais ouvrir. Lorsque la porte s'ouvrit, je fis un pas en avant et trouvai le vide en face de moi. Une grande pièce faiblement éclairée où il n'y avait personne. J'avançai encore un peu, promenant mon regard dans tous les recoins, mais ne vis rien. Un rire bienveillant né derrière mon dos me sortit de ma perplexité. L'homme m'avait suivi du dehors, un pistolet dans la main, prêt à m'oxyre au moindre geste mauvais de ma part. Il me souhaita la bienvenue, alors descendirent de la sous-pente des gens qui s'y étaient réfugiés, une vieille, trois enfants et la jeune mère. J'avais déjà rencontré mon hôte, 2 heures plus tôt au détour d'un sentier. Il se coulait à grandes enjambées, furtif et énigmatique, et était passé sans m'accorder aucune attention. Son allure de félin, jointe au fait qu'il portait à la ceinture un pistolet monstrueux et bien voyant, m'avait donné de mauvaises présomptions à son sujet. Il m'avait fâcheusement impressionné et j'étais resté longtemps sur mes gardes. Après le repas frugal, nous roulâmes des cigarettes, les enfants furent expédiés dans la soupente et les femmes restèrent avec nous, curieuses mais réservées. L'intérieur de la demeure, que je distinguais mieux maintenant, me semblait familier, curieusement. Je réfléchis et trouvai l'explication que je gardais pour moi. Je savais que mon hôte, si fruste apparaissait-il, n'allait pas m'interroger. Je l'ai mis à l'aise. Le temps qui passe, dis-je, change bien des choses ou nous fait oublier. Je n'ai connu dans ces parages qu'un seul foyer, celui du regretté Mohand ou Amar, qu'on surnommait l'Anjar, le façonneur de bois. Il était réputé pour son adresse et sa droiture. Je l'ai un peu connu dans ma jeunesse. Mon hôte m'écoutait en ne cachant point sa surprise ni sa joie. La vieille se rapprocha de moi plus bienveillante. C'est bien ici la demeure de Mohand Anjar, mon père. Tu l'as connu, dis-tu? Oui, et je puis te dire maintenant que j'ai dormi ici dans cette même chambre avant ta naissance. Alors, dit la vieille, tu es le neveu de Voussed, le camionneur. À l'époque, nous bâtissons le moulin. Tu accompagnais souvent ton oncle qui nous livrait de la pierre et du ciment. Il les déposait à côté du pont de Hamsi. Une fois, tu as voulu rester avec mon petit Weli, qui était mon aîné. Il est mort, tu dois le savoir. Hélas, je sais qu'il est tombé lors de la bataille de Vourmaa face aux chasseurs alpins. Nous nous tûmes. Un moment lourd s'écoula. De Weli, je me rappelais seulement une petite boule de chair bien tassée et brune qui ne laissait jamais de barboter dans les trous d'eau et qui savait dénicher partout d'énormes grappes de raisin rouge. Si tu connais Rachid Urveh, me dit l'homme, tu dois connaître d'autres gens de Tirilt. Non, Rachid, je l'ai connu à l'école de Tizi. Tu veux chasser avec lui? Seulement me promener avec lui, revoir les paysages du Jbel et me ressouvenir d'amis qui m'étaient chers. Oui, intervint la vieille, le bled est plein de souvenirs. Il n'y a plus que des souvenirs pour le vieil comme moi. La vieille avait raison. Depuis la nuit unique que j'avais passée dans cette maison, bien des événements s'étaient passés. Il remplissait encore le présent, et la demeure de Mohand Anjar, isolée en plein maquis, située sur la voie toujours tentante des bords de l'Oued, en avait vécu une large part. Dans ces parages, la poudre n'avait pas cessé de parler tout au long des 7 années de guerre. Les Djounoud tenaient ferme ce secteur. Ni les assauts en règle des troupes françaises, ni le napalm, ni l'incendie systématique allumé en pleine canicule après aspersion des broussailles avec de l'essence, ni les avions n'étaient arrivés à bout des combattants algériens. Nous nous comprenions, mes compagnons et moi, et sentions qu'il était inutile d'évoquer tout cela. Mais l'homme tint à dire son mot. Des souvenirs, moi je n'ai aucun souvenir. Tout est encore si présent et si brûlant en mon esprit qu'il me semble encore tout revivre.
C'est que tu te trouvais au sein même de la tourmente. Oui, ici ont défilé tous les combattants des deux parties. Les Junud bien sûr, les paras, la légion des chasseurs, les unités spécialisées de toutes les armes, les artilleurs, les harkis. Vous auriez pu vous réfugier au village. Jamais l'idée ne nous en était venue. Malgré le feu qui nous cernait jour et nuit, les Junud pourtant nous conseillaient de nous replier. Et nous sommes restés, et la chance a été avec nous. La chance du courage. Oh, c'est trop nous flatter, bien d'autres ont été autrement courageux. C'est seulement le destin. Le courage arrive à forcer le destin, à tout le moins à l'aider, ou à l'amadouer pour le rendre propice.